cette conférence. Donc aujourd'hui, notre sujet ce matin, c'est podcast. Les producteurs peuvent-ils être distributeurs? On a 30 minutes pour discuter de ça. Commencez déjà à réfléchir à vos questions. Je vous demanderai à la fin. Pour m'accompagner dans ce débat, j'ai 3 personnes autour de moi. Laurent Frisch, vous êtes directeur du numérique et de la production à Radio France, qui signifie, pour ceux qui ne comprendraient pas, que vous êtes en charge du développement de la plateforme audio de Radio France, de la production de beaucoup de choses, dont cette nouvelle offre podcast dont on va parler, mais aussi notamment de la relation aux agrégateurs de podcasts, les Apple, les Spotify, les TuneIn. Voilà, bonjour. Bonjour. À côté de vous, il y a Tony Archibong, vous êtes le vice-président de TuneIn à la tête de la distribution et du business développement. TuneIn, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un distributeur américain de radio, mais qui fonctionne dans le monde entier. Chez TuneIn, vous vous concentrez sur l'acquisition et l'agrégation des podcasts. Vous vous intéressez aussi à l'amélioration de l'expérience utilisateur des enceintes ou voitures et discutez donc avec les fabricants pour qu'ils utilisent TuneIn. Pour moi qui écoute beaucoup Radio France et pour ceux qui ne connaîtraient pas TuneIn, je connais surtout TuneIn grâce à mon Google Home, mon enceinte connectée, parce que chaque dimanche matin, j'écoute On va déguster, je dis OK Google, lance-moi France Inter, et là, je peux écouter François-Régis Gaudry qui me parle de pizza, de vin, de Marseille, de plein de choses. À côté de moi, j'ai Mukul David Chand, vous êtes à la BBC, vous avez dirigé plusieurs services du numérique de la BBC, produit et présenté plusieurs podcasts. Vous êtes actuellement à la tête du service Voix et Intelligence Artificielle de la BBC. On verra tout ce que ça représente. Vous travaillez notamment à développer un assistant vocal public. On parlera de ça plus en détail. Donc on va commencer peut-être par un chiffre pour un peu situer ces questions de distribution, pour comprendre un peu comment vous, auditeurs de podcasts, vous consommez les podcasts. Selon une étude française, on se limite qu'à la France pour l'instant, mais menée en mars 2019 par Médiamétrie, les podcasts natifs sont consommés à 48% via des applications de podcasts. Ça fait beaucoup de gens qui du coup, l'utilisent via des applis, quand 41% des écoutes se font sur le site ou l'application de l'éditeur, donc par exemple sur Radio France, sur la BBC. Donc vous, auditeurs, écoutez en majorité sur vos applis. Pour mieux comprendre un peu comment on en est arrivé là, à écouter nos podcasts sur des applis plus que sur les sites d'éditeurs, je vais un peu vous raconter moi, qui je suis. Je suis la cofondatrice d'un studio de podcast qui s'appelle Louis Média, comme Louis. Et on produit que des podcasts natifs, c'est-à-dire des podcasts qui ne sont jamais diffusés à la radio. Et pour diffuser ces podcasts natifs, on va être sur tout un tas de services que je peux vous lister, qui sont Apple Podcasts, Spotify, via TuneIn, Audible, Deezer, Stitcher. Il y en a encore des tonnes d'applications de podcasts que je ne vous mentionne pas. Mais il y a aussi des nouvelles plateformes qui ont été lancées en début d'année, qui sont Sibel et Magellan. Benoît en parlait dans l'introduction, et qui vous proposent plein de podcasts, plein de nouvelles créations originales, et qui vous proposent aussi de payer pour ça. Et pour l'instant, je dois bien dire que fait, la plupart de nos auditeurs nous écoutent sur Apple Podcasts. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais le fait est que c'est ça. Ils ne nous écoutent pas du tout sur le site louismedia.com, et c'est une bonne chose à avoir en tête pour un peu comprendre tous ces enjeux de distribution, c'est-à-dire que nos contenus, on les donne à des plateformes qui ensuite, elles, ont plein d'auditeurs et plein d'utilisateurs, et c'est comme ça que ça marche. Et en plus, même sur notre site, ils sont sur Acast, qui est encore une plateforme suédoise, et donc qui n'est pas, nous, notre propre hébergement. Je vais commencer avec vous, Laurent Frisch, parce que du coup, chez Radio France, vous travaillez activement sur l'application Radio France, qui permet à la fois d'écouter la radio, mais qui permet aussi d'écouter tous les podcasts natifs que vous êtes en train de développer à Radio France, et sur laquelle vous travaillez beaucoup, justement pour que les utilisateurs viennent sur l'application de Radio France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous travaillez comme ça, et quel est le sens de ce développement? Bonjour à tous. Pourquoi on travaille comme ça? Alors, moi, je voudrais d'abord revenir sur le titre de cette conférence qui s'appelle « Les producteurs peuvent-ils être distributeurs ?» C'est une drôle de question, en fait, posée dans ce sens-là, parce que les producteurs, à l'origine de l'audio, c'était les gens de radio. La radio, c'est un média qui existe depuis un siècle à peu près. Et on était des distributeurs. Producteurs et distributeurs, c'était les radios jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Moi, j'aurais posé la question dans l'autre sens. Les distributeurs peuvent-ils être des producteurs de radio? Parce qu'il est naturel pour nous, qui vivons de la production de l'audio en permanence, 24 heures sur 24, fois un certain nombre d'antennes, plus des productions originales pour Internet, de la production. Et distribuer, ça a toujours été aussi notre métier. Alors jusqu'à il y a quelques années, ça passait par des pylônes installés un peu partout sur le territoire, le plus connu d'entre eux étant la Tour Eiffel.
Et puis, maintenant que Internet est un support d'écoute de l'audio, on installe nos pylônes sur Internet. Voilà. Et notre application, c'est notre pylône, si on veut, sur Internet. Alors c'est un peu différent d'un pylône, parce que le pylône, il diffuse des ondes et les gens branchent leur tuner radio sur la bonne fréquence et écoutent la radio. Soit. Mais nous, il ne nous revient rien en fait comme information. On ne sait pas qui nous écoute, combien de temps il nous écoute, à quel moment il nous écoute. On est obligé de faire des sondages. Et pour mesurer la radio, la plupart des gens ne le savent pas, mais un institut qui s'appelle Médiamétrie fait des sondages téléphoniques. Appelle chaque année 126 000 personnes. Donc l'étude s'appelle la 126 000. Vous vous rendez compte, il y a un centre d'appel à Amiens qui appelle 126 000 personnes en France, donc à longueur de journée à partir de 17h. Puis il demande aux gens qu'est-ce que vous avez écouté, qu'est-ce que vous avez écouté entre 8h et 8h15, qu'est-ce que vous avez écouté entre 8h15 et 8h30, et ainsi de suite toute la journée. Alors nous, on a voulu développer notre propre plateforme pour 2 raisons. D'abord, pour entretenir un lien direct avec le public, comme on l'a en FM, mais renforcé encore en digital. D'une part, et d'autre part, parce qu'on pense que quand on est un média aussi puissant que Radio France, on a 15 millions d'auditeurs chaque jour, et à peu près la moitié de la population française sur 3 semaines, on se doit d'avoir une certaine maîtrise de la hiérarchie de l'information, de ce qu'on appelle l'éditorialisation, c'est-à-dire les propositions éditoriales, les propositions d'écoute qu'on fait au public, à vous qui venez nous écouter. On n'a pas envie de laisser le monopole de cette éditorialisation à des plateformes venues du web qui fonctionnent beaucoup par algorithme. On pense que nous, on a quelque chose à dire à notre façon et on ne veut pas laisser le monopole à d'autres de le faire. Et justement, à ce titre-là, vous vous êtes retiré notamment de Google Podcast. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'est la suite logique de ce que vous nous disiez? Alors oui, il y a un peu plus d'1 an, Google a lancé son application. Ils ont dû se dire, c'est pas normal. Apple qui fabrique plein d'appareils, ils ont lancé une application qui est très populaire, une appli de podcast. Nous qui faisons un système d'exploitation qui s'appelle Android, qui marche très bien, on n'a même pas d'application à nous, donc on y va. Et Google, à sa façon, se dit, voilà, on va couvrir l'ensemble des services possibles pour les gens. Ils ont lancé leur application de podcast et ils ont demandé à personne l'autorisation de reprendre les podcasts. Alors nous, vous imaginez bien, on produit des contenus, on met de l'énergie. On a entendu dans la conférence d'avant que ça coûtait de l'énergie quand même de fabriquer des podcasts. C'est moins cher que fabriquer de la télé, mais c'est plus cher que rédiger des articles. Ça a un coût. Et on n'a pas envie que n'importe qui puisse venir se servir dans ce qu'on produit nous. On pense que nous, on doit avoir le choix de là où on met nos podcasts. Et alors, selon les conditions dans lesquelles ces podcasts sont repris, est-ce qu'on a une relation amicale avec ce qu'on appelle ces agrégateurs qui agrègent des podcasts venant d'un peu partout. Sorry, Tony. Qui nous donnent ou qui ne nous donnent pas des données pour comprendre ce que les auditeurs font de nos podcasts, qui respectent ou pas notre charte éditoriale, notre charte graphique, qui parfois cherchent à nous faire concurrence ou pas. Selon tout un tas de critères, on pense que c'est légitime ou pas d'aller sur un agrégateur. Ces conditions n'étaient vraiment pas remplies avec Google, donc on leur a demandé gentiment de retirer nos podcasts. Ils ont dit d'accord, on reconnaît votre droit, mais on ne sait pas le faire techniquement. Donc ils nous ont demandé de faire des petits développements, on a fait des petits développements, et puis ça ne marchait pas. Alors ils se sont dit, ah ouais mince, on a un petit bug chez nous, donc ils ont fait des petits développements chez eux, et à la fin nos podcasts ont été retirés de Google. Mukul Devichen, vous représentez la BBC, la radio publique anglaise. Je voulais voir avec vous, parce que le directeur général de la BBC a dit il y a quelques jours que la BBC n'était pas Netflix, n'était pas Spotify, et qu'il y avait énormément de contenus différents, et que du coup c'était aussi très bien de venir sur la BBC. Et du coup, est-ce que vous avez lancé notamment une appli qui s'appelle BBC Sounds, qui rassemble la plupart des contenus, si ce n'est tous les contenus, pour que les gens viennent les consommer sur cette application? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous allez ramener les auditeurs sur BBC Sounds plus que sur Spotify ou sur Netflix? Sure. Oui. Alors, je vais essayer de répondre à cette question, mais en vous racontant une histoire d'abord, si vous le voulez bien. Ce matin, je traversais le pont sur la Seine pour me rendre ici, et j'ai vu quelque chose de très intéressant. J'ai vu les vélos alloués, n'est-ce pas, mis en place par la ville de Paris. Et personne n'en avait sorti.
Mais à côté de ces vélos-là, il y avait ces scooters et puis d'autres vélos que les gens utilisaient, eux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a de grands changements technologiques en cours, que les choses changent, qu'il y a des éléments perturbateurs, des perturbations, que rien ne reste en place aujourd'hui. Rien n'est statique. Et je crois que c'est exactement la même chose dans le monde du numérique. Et ce n'est pas parce qu'il y a telle ou telle plateforme qui agit comme cela aujourd'hui que ça va durer éternellement. En fait, l'entrée de Google dans le marché du podcast en est une illustration parfaite. Dans le domaine de la télé ou de la vidéo, on a vu que Disney, par exemple, est en train de construire sa propre plateforme. Donc il y a beaucoup de choses en cours. Et puis, si l'on revient à l'effet, à l'analyse de l'effet social de ces transformations, de ces perturbations du monde numérique, et encore une fois, tout comme Laurent, je représente moi aussi un radiodiffuseur public, effectivement, il y a un vrai moment d'incertitude, en tout cas au Royaume-Uni, sans doute aussi en France, en partie du fait du changement et des transformations des communications numériques. Alors, je ne sais pas si je suis en train de répondre à votre question, enfin je l'espère, mais je dirais que pour un diffuseur public comme nous, construire une plateforme, y compris le iPlayer, donc la plateforme de vidéo, il y a BBC Sounds. Moi, je travaille sur l'offre voix et intelligence artificielle qui inclura effectivement une plateforme. Je crois que dans tous ces éléments-là, il faut garder à l'esprit ce que l'on fait, ce que l'on doit faire, c'est-à-dire offrir un service public et offrir des éléments que d'autres n'offriront peut-être pas. N'offre sans doute pas. C'est-à-dire offrir une analyse impartielle de l'actualité. Je ne sais pas si on réussit à tous les coups, mais en tout cas, on y travaille, on essaye. Et c'est le service que nous offrons à la société, un service dont finalement on a beaucoup besoin aujourd'hui. Donc, regardez nos plateformes et vous verrez qu'effectivement, on fera de l'actualité, des podcasts, de la radio parlée, des programmes d'analyse, des programmes scientifiques. Je pourrais vous parler des podcasts merveilleux qui viennent de sortir sur BBC Sounds, mais ce qui est certain, c'est que... Puis on aura de la musique aussi, mais ce qui est certain, c'est que toujours à l'esprit, on aura cette mission, la conscience de cette mission à la BBC, et ça sera un élément clé de l'environnement information et diffusion, si on peut continuer à l'appeler le monde de la diffusion. Je vais la faire en français. Mais récemment, vous avez tenté de mettre en exclusivité un podcast sur BBC Sounds, un podcast qui est très populaire. Et du coup, il y a eu un peu de tension sur Internet des utilisateurs qui disaient « Mais où est mon podcast ?» parce qu'ils ne le trouvaient plus et qui disaient « Je ne veux pas forcément aller sur BBC Sounds ». Comment vous pensez que le changement va se faire? Comment vous allez réussir à convaincre ceux qui ne veulent pas forcément aller sur BBC Sounds? Okay, so that's a really interesting question. Oui, alors voilà, ça c'est une question très intéressante, effectivement. La question de l'exclusivité, cette tentative d'exclusivité. Et encore une fois, ce n'était qu'un essai. En fait, la charte de la BBC, donc le cadre juridique qui s'applique, ne nous autorise pas à avoir l'exclusivité sur la plateforme. Nous distribuons vraiment très largement sur toute une série de plateformes. Il y a un accord, j'allais dire cadre, qui définit ce que le contribuable britannique attend de nous. Et donc on cherchait à voir ce qui se passerait si on cherchait à contrôler l'expérience pendant quelques semaines avant une diffusion plus large. Encore une fois, c'est un essai. Il y a eu un vrai retour sur expérience. J'imagine que c'est la même chose pour Laurent. Nous sommes effectivement le diffuseur public national, donc tout le monde en parle, tout le monde fait des commentaires, écrit des tweets ou autre. Donc effectivement, il faudra d'abord voir ce que l'essai propose et on verra si on le répète plus tard. Ce ne sera pas à moi de décider si on le refait, mais peut-être que oui, ça ne m'étonnerait pas. Tony Archibong, vous êtes distributeur
chez TuneIn, TuneIn, le métier de TuneIn est de distribuer, que ce soit dans des Google Home, dans des voitures. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer, vous n'êtes du coup pas un grand groupe de création de contenu, comment vous réagissez face effectivement au développement d'applications et de services de voix chez Radio France, chez la BBC, chez tous les créateurs de contenu en tant que distributeurs? Oh, you want me to do it in English? Yeah, sure. I just wanted to know how you react as a distributor of podcasts against like big media groups like BBC and Radio France. How would you, because you create solutions for cars. I guess you're really onto user experience. Pour les voitures, enfin, vous mettez l'accent sur l'expérience utilisateur, j'imagine. C'est comme ça que vous voulez que TuneIn soit utilisé. Oui, c'est ça. Si on prend un peu de recul, je dirais que chez TuneIn, on essaye de réinventer la radio pour un monde connecté. Alors, moi, je suis directeur de la distribution et nous travaillons avec des plateformes qui diffusent réellement ce message-là. Et je crois qu'on est réellement en train de perturber les perturbateurs qui perturbent la perturbation. Quand on repense à ce qui se passait il y a 10 ou 12 ans, on a eu le streaming, la diffusion en ligne. Maintenant, on a Alexa, Google Assistant, Sonos et d'autres. Tous ces éléments ont des solutions connectées et TuneIn s'y insère. Eh bien, chacun d'entre nous, finalement, surfe sur cette vague. Alors, en ce qui concerne les podcasts, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, TuneIn est l'une de ces rares plateformes qui soit vraiment mondiale et qui propose tout du point de vue du contenu. On a du sport, des actualités, des podcasts, de la musique. Finalement, tout ce qui s'entend. Et quand on travaille avec Radio France ou la BBC pour identifier des podcasts, en fait, on cherche à commercialiser leur contenu aux côtés de ce que les utilisateurs veulent. Par exemple, lorsqu'il y a les podcasts sur le sport, peut-être qu'il n'y a pas de match en direct, mais on peut quand même utiliser un podcast pour diffuser un commentateur sportif, par exemple. Et proposer des résultats également sur la base de l'intelligence artificielle. Donc en fait, ce que nous voulons, c'est offrir un service aux fans, aux utilisateurs, de façon pas nécessairement à s'articuler avec quelque chose qui est en direct, mais à proposer un contenu naturellement, alors même qu'ils ne le cherchaient peut-être pas. Voilà notre avantage comparatif. Et puis, nous le proposons dans des endroits un peu différents. Je vais la faire en français d'abord. Il y a un mois, la BBC a décidé de retirer son flux en direct. Comment vous réagissez face à ça? C'était aussi ça que je voulais savoir. Just a month ago, the BBC decided to remove the live. Donc il y a un mois de cela, la BBC a décidé de retirer son flux en live. Tout change. Absolutely. So there's two things. The first is oui, alors, encore une fois, nous cherchons à proposer une stratégie pour les partenaires de diffusion. Donc, toute station, tout fournisseur de musique, par exemple, qui travaille sur notre plateforme, eh bien, nous pouvons travailler avec eux de toute une série de façons. Nous pouvons, par exemple, récupérer le flux et le diffuser, ou alors on travaille sur une région particulière. Avec la BBC, on travaille différemment selon les marchés et les régions. Il y a également, par exemple, des live streams qui sont moins nombreux au Royaume-Uni maintenant, mais on fait plus de podcasts. Donc, en clair, les choses changent tout le temps avec nos partenaires de podcasts. Il y a 5 ou 10 ans de cela, on proposait ces perspectives émergentes. Et aujourd'hui, les stratégies changent et donc ce sont à nos partenaires de définir leur approche, soit par plateforme, soit par
zone géographique. Donc c'est quelque chose que l'on fait déjà chez TuneIn, qui va se poursuivre. Mais tout comme la BBC, nous allons continuer à travailler avec eux et travailler avec d'autres dans d'autres régions. Merci pour cette réponse des plus diplomates, Tony. Tout est très sympathique aujourd'hui. Pour Radio France, du coup, en France, il y a des initiatives de rassemblement d'éditeurs, ou en tout cas des pistes de rassemblement d'éditeurs. C'est notamment le nouveau patron de RTL qui expliquait qu'ils envisageaient de se rassembler pour créer une espèce de plateforme qui rassemblerait des contenus non pas seulement de RTL, mais d'autres potentiellement acteurs de l'audio. Est-ce qu'il faut ça pour... en France ou en Angleterre, parce qu'en Angleterre, je sais qu'il y a une autre initiative, pour faire face aux grands acteurs, aux GAFA, aux agrégateurs? Alors je ne sais pas, puisque en France on ne l'a pas fait. Vous pourrez demander à Mukul, puisque ça a été fait au UK. Ça s'appelle Radio Player. Et ça consiste, j'explique pour tout le monde, à avoir une application un peu comme celle de TuneIn qui rassemble les podcasts et les radios en direct de plusieurs groupes professionnels, privés et publics, pour permettre à chacune de ces radios de se retirer ou de ne pas être dépendante, en tout cas, des agrégateurs. Donc de maîtriser le lien avec le public. Oui, c'est forcément une initiative intéressante. Aux États-Unis, des groupes de télévision avaient lancé Hulu à une époque qui a été un succès. Je ne sais pas si ça sera un succès pour la radio ou pas de le faire. Je suis intéressé par le retour d'expérience d'ailleurs d'autres pays qui l'ont fait. Je crois qu'il y a 8, 9, 10 pays au monde qui sont déjà lancés dans une telle initiative. C'est potentiellement intéressant. En tout cas, l'enjeu in fine, je répète, pour un média, c'est de ne pas perdre ce lien avec le public. Et alors en particulier pour l'audio et la radio, parenthèse, les télés, elles, n'ont jamais perdu ce lien. Les télés n'ont jamais lâché leur contenu à YouTube ou Netflix. Les télés, en France, gardent leur propre programme sur leur plateforme qui s'appelle France.tv, Sisplay, MyTF1, MyCanal, etc. Les radios ont fait exactement l'inverse au début et ça leur pose un problème aujourd'hui. Donc on verra. De fait, l'audio est un peu particulier par rapport à la vidéo, par rapport à l'écrit. C'est quelque chose de très intime, de très personnel. On l'a entendu dans la conférence d'avant, mais l'audio, la voix, la parole ne parle pas à tout le monde à la fois, mais parle à chacun. Bon, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous fait du bien, la parole, la musique, l'ambiance sonore, etc. Et ça crée une relation vraiment singulière, je trouve, entre le média, celui qui produit l'audio, et son public, ou l'auditeur, celui qui est singulier et qui écoute la radio. Et précisément, je pense que pour la radio, beaucoup plus que pour la télé, le fait que ce lien se distende est un danger, est un risque existentiel. C'est presque un danger de vie ou de mort. Okay. Mukul, vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment a été, comment Laurent Frisch l'expliquait un peu, mais pourquoi vous avez fait cette initiative au Royaume-Uni de Radio Player UK? Yeah. Sure. So look, let me talk about Radio Player, but also more widely. Oui, je vais vous parler de Radio Player, mais peut-être regarder les choses un peu plus en général. Maybe to start with Laurent's final point. Pour rebondir sur ce que Laurent disait, en conclusion, sans doute que cela a un lien avec l'espace de l'intelligence artificielle et comment ça va changer le monde de la radio, un sujet sur lequel je travaille. Je crois que vous avez raison, Laurent. Avant de faire ce que je fais, j'étais producteur, je produisais de la radio, des podcasts et également de la télé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, la radio était vue comme ce moyen, ce média qui ne serait pas perturbé par l'Internet, qui résistait à l'Internet. Et en fait, on a vu de vrais changements avec la vidéo, les médias sociaux, et puis l'écrit avec les journaux qui étaient vraiment complètement chamboulés. Et quand moi j'ai commencé à travailler dans la radio il y a une quinzaine d'années de cela, tout était numérique, sauf la radio à peu près. Et c'était génial. Mais je crois que vous avez tout à fait raison. La voix
Et la technologie voix et intelligence artificielle pourrait parfaitement complètement changer et perturber le fonctionnement de la radio. Et il y a un certain nombre de phénomènes qu'on a déjà vus dans les médias écrits qui s'appliquent. Par exemple, l'agrégation ou la désagrégation. Alors aujourd'hui, les podcasts, on sait ce que c'est. C'est une unité assez cohérente quand ça dure 30, 45 minutes. Et ils sont assez, j'allais dire, purs éditorialement. Et la voix, l'intelligence artificielle vise à finalement analyser ce que l'on trouve à l'intérieur de ces programmes et les désagréger. Donc, pour revenir à votre question, je dirais qu'il va y avoir très bientôt un très grand changement sur la façon dont on consomme l'audio. Et les initiatives comme le Radio Player, où l'on a travaillé avec d'autres publics et d'autres éditeurs, changera la donne. Et puis, sur notre app BBC Sounds, on a des produits d'autres éditeurs. Dans la télé, on a aussi BritBox, qui est le résultat d'une coopération avec d'autres diffuseurs. Donc, clairement, il y a cette ambition de, évidemment, contrôler ou, comment dire, connaître ces technologies pour le bien du diffuseur public, c'est vrai, mais également de le faire en coopération et d'apporter de nouveaux contenus quand c'est possible. Nous savons que la tension va peut-être être éditoriale, mais nous savons que l'environnement des médias est vraiment en train de changer. J'adore les podcasts. Mais le podcast, ce n'est pas l'incarnation du changement qui va arriver. Voilà. L'audience via les enceintes connectées est pour l'instant encore assez anecdotique sur l'audio. Est-ce que, Mukul, pouvez nous dire pour la BBC, quelle est la part d'audience qui se fait via ce type d'outils? Mike, please. Sorry. You'd think I would know that. Oui, je devrais le savoir, ça, non? Okay, so Pour parler dans le micro. I think my impression is that maybe the French language je dirais qu'en français, kind of state of play is a bit different from the English. La situation en français est différente de ce qu'elle est en anglais. Il semblerait que 26% des adultes ont des haut-parleurs connectés à la maison. Et ça veut dire que la BBC a vu, par exemple, une augmentation de son flux qui passe par ces éléments. Il y a près de 1 million de clics par mois qui passent par ces moyens. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais si la voix et l'intelligence artificielle s'effondrent, eh bien, il faudra que je trouve un nouveau boulot, peut-être repasser dans le monde des podcasts. Ce qui est certain, c'est que les grandes sociétés de la technologie mettent réellement l'accent sur cela. Google, Amazon et d'autres investissent lourdement sur ces technologies. Donc, soit ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne sait pas, ou alors les investissements vont produire, un peu comme par la méthode Coué, des résultats. Quand l'iPhone est apparu il y a un peu plus de 10 ans, le mode d'emploi, c'était brancher, allumer et jouer. C'était aussi simple que ça, ce qui fait que moi qui ai des enfants encore jeunes, j'ai remarqué qu'à partir de 1 an et demi, 2 ans, ils savaient taper leur nom sur un iPhone, alors qu'ils savaient à peine tenir un stylo et certainement pas écrire une lettre. Je crois que la technologie de la voix, c'est-à-dire parler à un objet qui vous répond, c'est tellement simple, c'est tellement évident que même si la technologie n'est pas totalement mûre encore, et en tout cas en français, que même si l'interaction ne paraît pas totalement naturelle, forcément ça emportera une part de l'interaction entre nous, les gens, et les machines, forcément. Et une dernière petite question pour Tony. Tony, vous êtes distributeur avec TuneIn. Est-ce que vous avez envisagé à un moment, comme Spotify, qui a racheté 2 studios de podcast, de créer du contenu original et donc de devenir producteur vous aussi? Ah, ok. Yeah. So at TuneIn, we've actually been producing content for a while now. En fait, chez TuneIn, on produit du contenu depuis longtemps déjà. On a un studio à Los Angeles et on produit pour des tiers. On joue avec différents genres. D'abord dans le sport, où on a
des sportifs de la NFL, de la Major League et autres qui viennent faire des podcasts sur les équipes et les autres joueurs. On travaille également avec NBC ou MSNBC ou CNBC pour créer des contenus interstitiels pour remplacer les pages de pub. Et enfin, nous produisons notre propre musique. Donc on a des agrégateurs, des DJ qui produisent des sessions dans notre studio et proposent différentes ambiances pour toutes les plateformes possibles en fait. Donc je ne sais pas si on en ira au-delà de cela. Spotify par exemple va dépenser de l'argent sur des programmes des comédies ou d'autres choses, mais nous on va en rester un élément de base. Merci.